Donc, bonjour à toutes pour cet atelier sur la conciliation vie de famille, vie professionnelle. Alors, pour commencer, je vais aller directement dans le vif du sujet. Je pense que c'est un sujet qui est quand même relativement complexe. Je n'ai pas du tout la prétention aujourd'hui de vous apporter une solution miracle parce que je pense que c'est un sujet qui est beaucoup trop compliqué pour avoir une baguette magique. C'est un véritable enjeu aujourd'hui dans les entreprises d'arriver à concilier vie de famille et vie professionnelle. Donc moi, le parti pris que j'ai pris pour cet atelier, c'est vraiment de venir en fait vous aider à venir reprendre le contrôle, en fait, vous, à l'échelle de vous-même, de qui vous êtes, en fait, par rapport à cette thématique. Donc, j'ai fait un petit teaser. Donc, juste me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Audrey Mollard, donc je suis coach professionnel. Et moi, je me suis donné pour mission d'aider les personnes à gagner en cohérence pour qu'elles gagnent en assurance, en plaisir et en efficacité dans leur projet professionnel. Et mon objectif plus spécifique pour ce webinaire, enfin cet atelier, c'est vraiment de vous aider à remettre des priorités dans votre vie et, je l'espère comme ça, gagner en épanouissement. Donc, donc, pendant cette heure et demie qu'on est ensemble, vous allez, mes objectifs, on va dire, de l'atelier, ça va être d'avoir une meilleure compréhension de ce que c'est, ce que j'entends par conciliation vie de famille, vie professionnelle, d'avoir des pistes de solutions faciles à mettre en place pour trouver finalement un équilibre et peut-être, je l'espère, de déconstruire certains mythes et croyances sur le sujet. Donc, l'objectif final, c'est vraiment essayer de reprendre le contrôle sur votre situation. Alors, moi, j'aime toujours commencer par des petites statistiques. Je sais que c'est un petit peu parfois pénible là, mais au moins, ça permet de remettre vraiment le contexte et finalement de voir qu'il y a quand même 56% des femmes de la génération Y qui jugent, avec un enfant, qui jugent assez, voire très difficile d'équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça, c'est un peu ce que je disais, c'est que je pense que c'est un sujet qui est vraiment complexe. Aujourd'hui, en fait, la sensation que j'ai, c'est que les femmes sont arrivées sur le marché du travail. On va dire que c'est arrivé peut-être un peu rapidement par rapport à l'ère, on va dire l'ère de la société. Là, si on reprend un peu au niveau de la société, c'est arrivé un peu vite et que finalement, les mesures ne se sont encore pas vraiment adaptées à ce phénomène où les femmes en fait ont intégré le marché du travail. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des adaptations à faire au niveau de la société aussi. C'est pas qu'à l'échelle de l'individu que ça se joue. Donc c'est tout un travail qui a été commencé, c'est en train de progresser, c'est la bonne nouvelle. Mais bon, ça va prendre du temps, en tout cas avant que vraiment les choses se stabilisent et puis qu'on puisse vraiment trouver un véritable équilibre. Donc ensuite, la deuxième statistique que j'ai trouvée, c'est que 63% des femmes entre 25 et 35 ans sont convaincues que la maternité est un frein à leur carrière professionnelle. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même une statistique assez impressionnante. 63%, ça fait quand même presque 2 tiers, là, on pourrait dire, des femmes qui finalement se freinent à la maternité par rapport à leur carrière. Ensuite, plus spécifiquement pour le métier de la construction, en fait, il y a la moitié des travailleurs de la construction du Québec avec enfants qui vivent avec des problèmes de conciliation travail-famille et 45% d'entre eux qui disent que leur emploi a une grande influence négative sur leur vie familiale. Donc, si aujourd'hui vous vivez des problématiques en lien avec la conciliation vie de famille, vie professionnelle, ce que j'aimerais vous dire là, c'est qu'en fait, c'est tout à fait normal et vous n'êtes pas les seuls. Voilà. Donc ça, c'était déjà le premier point que je voulais amener avec mes statistiques. Vraiment, c'est un phénomène, en fait, j'ai presque envie de dire, au-delà d'un problème spécifique, d'un problème individuel. Donc, dans le milieu de la construction, il y a un contexte encore plus spécifique puisque c'est vous qui le savez mieux que moi. Là, je ne vais rien vous apprendre, je pense. Mais vous avez vraiment des horaires atypiques, des conditions de travail qui sont assez dures. Beaucoup de déplacements à l'extérieur, des longues et imprévisibles heures et des heures supplémentaires obligatoires. En tout cas, c'est des choses que j'ai trouvées en fait qui montrent que ça fait que c'est encore plus difficile pour vous de justement arriver à concilier puisque si vous êtes effectivement en déplacement, c'est très difficile de gérer votre famille dans ces moments-là.
Et en fait, ça induit que du coup, la satisfaction des employés diminue forcément, puisque en fait, donc ce que j'aimerais amener ici aussi, c'est que c'est pas que les femmes, là, c'est les hommes et les femmes, hein, on parle, qui sont touchés, et que en fait, ces problématiques-là, ça amène une moins bonne santé physique et un grand épuisement émotionnel des personnes. Donc les personnes ont souvent tendance à vouloir soit quitter leur métier, soit carrément quitter l'industrie de la construction. Puis les femmes, bon, elles sont plus spécifiquement touchées dans le sens où encore aujourd'hui, elles ont une charge familiale plus grande. Donc, elles seront, on va dire, c'est difficile pour les deux, là, mais pour les femmes encore plus particulièrement. Donc maintenant qu'on a posé tout ça, qu'on a posé le contexte, on va arriver vraiment au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire vous. Et donc là, j'aimerais peut-être commencer par un petit moment de partage et voir avec vous si ces phrases finalement vous parlent. Alors, si je vous dis, vous avez l'impression de toujours devoir faire vos preuves, vous avez du mal à vous rendre absente pour votre travail, vous avez de la difficulté à prendre un congé, ou par exemple à vous occuper de vos enfants et à perdre quelques heures de travail dans la semaine. Est-ce que vous mettez la pression pour garder une image professionnelle intacte? Est-ce qu'une fois que vous rentrez à la maison, vous avez de la difficulté à plus penser au travail? Est-ce que vous vivez beaucoup de stress parce que vous avez beaucoup de problèmes à régler et beaucoup de responsabilités? Donc là, j'aimerais vraiment vous entendre. On est en petit comité, donc là, l'idée, c'est vraiment un moment d'échange. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces phrases? Écoute, je vais me lancer. Moi, je te dirais, c'est toute autre tâche connexe, ça me ressemble. Donc, c'est l'ensemble, c'est ça? Oh, oui, c'est l'ensemble. Oh, oui, OK. Écoute, moi, c'est ça. Écoute, c'est exactement comment moi, je vis ça, mais... OK, super. Bon, donc du coup, toutes. Ça marche. Pour Marie, Andréane? Oui. Bien, évidemment, je cocherais peut-être pas le premier, l'impression de toujours devoir faire ses preuves parce que pour le moment, je n'ai pas d'employeur. C'est moi qui est redevable à moi-même. Fait que ça, c'est mon travail personnel de la performance, le souci de performance que je me donne. Mais difficulté à vous rendre absente, ben, en fait, j'ai pas le choix. On a convenu dans notre couple, dans nos horaires de travail, que c'était moi qui prenait les absences nécessaires, surtout pour les enfants. Avec la pandémie, ça s'est beaucoup présenté. Ouais, ben c'est ça. J'ai des clients en or qui ont toujours respecté ça, mais ça met vraiment beaucoup de stress. Puis, veut pas, ça bourre les semaines, les horaires futurs quand on prend congé. Pour ma part, en tout cas. Fait que ça vient avec, oui, un stress, déception. Fait que déjà là, pour la conciliation travail-famille, quand ça se présente, ben, ça te met dans un état que tu es en colère ou tu es déçu ou avec le temps que tu as tes enfants, qu'il faut que tu les soignes, il faut toujours switcher d'état d'âme. Là. Tu passes de mon Dieu, j'avais des clients, j'avais ça dans la tête, je suis préparée pour ma présentation ou pour aller le rencontrer, faire un relevé, puis tu étais déjà dans ton projet, puis là, ben, il faut que tu te mettes sur tes enfants malades, ils vomissent, il y a gastro, arc. Fait que ça, pour nous, pour moi, c'est extrêmement épuisant. Pour garder l'image, bien, évidemment, il faut évidemment, faut garder toutes les compétences qu'on a, il faut qu'ils restent toujours d'avant-plan. Fait que oui, ça crée un essoufflement aussi pour courir tout le temps à concilier ce qui nous arrive comme situation et notre image. Couper pour plus penser au travail, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi encore. C'est même quand les projets quand je suis émotionnellement impliquée dans le projet, j'ai de la misère à dormir la nuit parce que je suis trop stimulée. Fait que je pense, j'ai mon carnet de notes, j'ai mon carnet de dessin, je prends des notes, je suis quelqu'un de projet. Fait que il faut que je vide mon esprit. Fait que il y a des trucs que je développe pour pouvoir bien dormir. Puis là, mon enfant fait de l'insomnie de 2 à 4. Hein, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai réussi à m'endormir à 1 heure du matin, puis à 2 heures, je suis réveillée, puis go, on fait 2 à 4 avec l'enfant. C'est pas toujours, là,
mais ça arrive. Puis, ben, beaucoup d'anxiété par beaucoup de problèmes à régler, des responsabilités, ben, c'est sûr que ben, c'est le résultat de tout ce qui s'ensuit sur ce qui est plus haut. Donc, oui, c'est présent dans ma vie en entier. Ok, donc toi aussi, finalement, tu serais touchée par pas mal des points. Puis ce que j'ai Oui, entendu aussi, que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment cette idée que tu vis des émotions assez fortes, là, tu sais, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de... Bah, en tout cas, j'ai entendu ça dans ce que tu disais. oui, Euh, donc, et aussi cette idée de garder une image, là, de toujours être compétente, malgré ce que tu es en train de vivre à côté. Tu sais, c'est comme d'avoir finalement une image face à tes clients, ou face à... Tu sais, toujours de garder une image finalement intacte, alors que tu viens de vivre le chaos, là, il y a 2 minutes. exact. Oui, Puis tu vois, moi, je rajouterais à ça, tu sais, moi, j'ai peut-être pas l'enjeu que tu as, Andy, mais parce que nous, on est vraiment 50-50. Là-dessus, on a toujours été, là, tu sais, on a des journées à titrer pour qui prend soin des enfants, puis comme ça, au moins, on sait d'avance comment planifier. Là, c'est sûr que là, maintenant, ils sont plus vieux, mais depuis qu'ils sont tout petits, qu'on a pris cet engagement-là, que sa carrière et ma carrière étaient aussi importantes une que l'autre. Mais malgré tout, je sens plus de pression comparativement à mon conjoint au niveau de la performance. Puis nous, on travaille ensemble en plus, mais je vois que lui, en tout cas, ça le touche moins. Puis même quand on en discute, pour lui, c'est comme, non, mes journées, c'est ça. Puis, tu sais, c'est très assumé, très, je dirais, beaucoup moins de culpabilité que moi, j'en ai. On va dire ça comme ça. Et là, tu amènes la notion de culpabilité, puis ça, on va vraiment le voir ensemble parce que c'est vraiment un point qui, à mon avis, est comme le cœur du sujet aujourd'hui. Là. Donc, merci de l'avoir amené, la notion de culpabilité. Je pense que c'est vraiment important. Je sens souvent aussi, là, si je peux me permettre, au niveau des témoignages, puis Josée, tu pourras peut-être confirmer, quand on parle, nous, au niveau des ailes avec des femmes de métier, c'est l'impression de toujours devoir faire tes preuves. Ouais. Ça ressort beaucoup pour les filles de chantier notamment. Là. Donc, Ouais. Effectivement, Myriam, comme tu le mentionnes, c'est que souvent, c'est souvent malheureusement encore aujourd'hui, c'est souvent encore la femme qui a la majorité de la charge mentale face aux responsabilités familiales. Fait que moi, ce qu'on me dit, c'est il y a beaucoup plus de justification des femmes de métier sur mes chantiers, par exemple, qu'un homme qui va me dire, ben écoute, moi, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer. Point barre, puis ça s'arrête là. Tandis que les femmes vont plus mettre, vont m'expliquer, vont mettre, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, blablabla, blablabla. Mais j'ai pas de. Puis toujours en train de défendre leurs compétences, c'est vrai. C'est ça, je le vois beaucoup. Puis contexte familial ou pas, je vois que cette notion-là de défendre ses compétences est toujours présente. Là, justification. Ouais, comme l'impression de ne pas être à la bonne place, de ne pas de pas mériter en place, c'est lié vraiment au syndrome de l'imposteur, je pense. Oui, beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là, mais en tout cas. Beaucoup. Ouais, c'est l'impression de pas mériter ou de tromper les gens parce qu'en fait, on n'est pas assez compétente et on est là, en fait, c'est ça. Et tu sais, justification sur justification, contre-vérification, tu sais, puis moi, souvent, même si moi je le vis, j'essaie de pas nécessairement le transposer sur mon équipe. Par contre, souvent, ce que je vais leur dire, c'est, écoute, si je t'ai délégué ce projet-là, c'est parce que je pense que tu as les compétences pour le faire. Donc, tu sais, mais je vois qu'il y a beaucoup plus de re-questionnement sur leurs compétences des femmes qui travaillent avec qui je travaille comparativement aux hommes qui, écoute, s'ils font une erreur, c'est that's it, c'est correct. Là, on recommence puis on continue. Là, après, bon, c'est un fait sociétal aussi, je pense. C'est pas que en fait, la femme réagit comme ça, c'est parce qu'aussi, quelque part, on a plus d'attentes envers elle. Je pense qu'il y a vraiment quand même une pression supplémentaire sur les épaules des femmes encore aujourd'hui. Et je pense que finalement, les femmes, ce comportement-là le traduit. En fait, elles réagissent à ce phénomène. Après, quelque part aussi, c'est après de la responsabilité de se dire, bon, OK, il y a ce poids-là en plus sur mes épaules, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai envie finalement je peux aussi avoir envie de dire, non, je suis compétente, je suis capable, je n'ai pas besoin de me justifier. Voilà. Je ne sais pas si c'est un moment pour amener ça, mais puisque tu parles, excuse-moi Myriam, puisqu'on parle des compétences, j'étais dans mes évaluations mi-annuelles
OK? Puis j'ai justement des jeunes mamans. Puis je te jure, le niveau de stress face à la rencontre mi-annuelle était tellement grand que j'ai pris la peine de les rappeler en leur disant, tu sais, il y a zéro stress, c'est une discussion, là. Tu sais, parce que à l'évaluation annuelle, j'ai des employés qui se sont pratiquement effondrés dans mon bureau pour, tu sais, en me disant, tu sais, je sais que j'ai été super absente, puis pensant que de fait, je les rencontrais pour mettre fin à leur contrat. Tu sais, puis j'ai jamais eu ça chez aucun des 40 de gars qui travaillent chez nous, là. Tu sais, c'est comme... Mais ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Si je peux me permettre aussi, il y a une grosse notion de performance qui est tout le temps omniprésente chez les femmes, que ce soit être performante en tant que maman, en tant que conjointe, en tant que salariée, en tant que chef d'entreprise. Moi, j'étais chef d'entreprise avant, puis j'avais forcément une notion de performance, puis je l'ai retrouvée quand je suis devenue maman. Et puis même, mon conjoint a une entreprise de construction qui fait que je l'épaule puis je l'accompagne. Et malgré ça, bah, par exemple, vu que je suis comme le modèle de performance, on va dire, dans mon couple ou dans mon travail ou autre, ben lui se fie toujours un peu sur moi, ma performance, dans le sens où il faut planifier d'emmener telle ou telle chose sur le chantier. Ben, il va me dire, ben ouais, mais fais-le, t'es meilleur que moi. Pourtant, c'est son entreprise à lui. Ou par exemple, t'es meilleur que moi pour faire les courses, parce que tu penses à plus de choses. Fait que c'est tout le temps une espèce de charge mentale qui est aussi liée à cette performance-là qui est dur à mettre de côté. Puis quand on est aussi dans n'importe quel type d'entreprise, une femme, elle veut toujours un peu avoir ce côté de performance qui fait que ça met du stress, ça met de la pression, puis c'est comme un espèce d'engrenage. Après, on n'arrive pas non plus à s'en libérer parce que quand ton employeur, il est habitué à ce que tu sois performant, tu peux pas après faire machine arrière ou réduire un peu. Fait que, José, je comprends quand ton équipe, elle est stressée de venir, tes femmes sont stressées de venir à leur entretien annuel. C'est qu'il y a aussi cette notion de performance-là que tu vas regarder avec elles, puis c'est stressant, je pense, pour toutes les femmes dans n'importe quelle sphère de notre vie de faire face à ça. Si je peux ajouter, on parle de performance, mais Josée, elle avait apporté la culpabilité comme en personne employée. Quand tu es engagé dans l'entreprise, quand tu es loyal à ton employeur, la journée que tu dois dire, écoute, aujourd'hui, je t'abandonne parce que je n'ai pas le choix. Il y a ça quand je parlais des émotions, c'est plate à dire ça, d'abandonner, de faillir à son devoir d'engagement envers ton employeur. À chaque fois, il faut que tu prennes ce téléphone-là. Écoutez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter sur moi. Puis ça, moi, c'est quelque chose, c'est une notion, c'est une valeur que j'ai. On peut toujours compter sur moi, mais là, depuis que j'ai des enfants, je me rends compte, ben non, des fois, je dois vous dire que je ne peux pas parce que ma priorité, c'est mes enfants, puis ils ont besoin de moi, puis eux, ils comptent sur moi aussi. Fait qu'il y a un choix maintenant à faire qui est partagé. Avant, il ne se présentait pas, mais là, il est. Fait que comme ça, si c'est une charge mentale de vivre cette déception-là ou de vivre cette culpabilité-là, d'abandonner la personne qui compte sur toi. Puis ça le met dans le trouble, ça met la personne dans le trouble, mais on n'est pas irremplaçable. Il y a un travail sur nous à faire aussi. Puis d'avoir un employeur qui est ouvert d'esprit puis qui ne met pas un épée, qui ne met pas le coup sur toi. Tu dis, bon, OK, ben aujourd'hui, je suis dans la merde parce que tu ne rentres pas. Ben ça rajoute, ça augmente la pression. Mais fait qu'il y a ce souci-là de plaire ou de continuer à montrer qu'on est engagé, qu'on peut compter sur nous. Si ça arrive, ça arrive plusieurs fois consécutives, là, c'est là qu'on va dire ben, il ne voudra plus de moi parce qu'il voit que je ne suis pas engagée, je ne suis pas engagée dans le projet, que je prends ça pour. Je ne prends pas ça important, je ne prends pas ça au sérieux, mais c'est pas ça, c'est juste qu'on n'a pas le choix. Andréane, merci, parce qu'en fait, tu as vraiment fait le lien entre la culpabilité encore et puis cette idée de loyauté. Et en fait, la culpabilité, justement, c'est l'émotion qui fait, en fait, elle est là pour que tu sois, pour t'inciter à être loyal, à bien traiter les autres, à être plus empathique. Donc, en fait, c'est exactement ce que tu as amené là, en fait, avec ton exemple. Mais en fait, c'est vraiment rattaché, merci de l'avoir fait, de la loyauté envers ton employeur, c'est rattaché en fait à cette notion de culpabilité. Vraiment. On va revenir après dessus. Oui.
tu sais, si je peux me permettre une autre intervention, mais je pense qu'on est rendu à un changement de paradigme, tu sais, dans le sens où est-ce que moi, bon, là, je parle pour mon entreprise. Moi, ce que je regarde, c'est le résultat. Donc, je ne m'attends pas à un présentéisme, je m'attends à un résultat. C'est-à-dire que si j'ai un livrable, disons, pour le 1er juillet, moi, que tu le fasses entre minuit et 4 heures du matin ou que tu le fasses entre 8 et 4, si le client reçoit son livrable le 1er juillet, pour moi, ça ne dérange pas. Donc, c'est dans ce contexte-là que moi, je vois la conciliation travail-famille, c'est que moi, je donne un projet, je donne un objectif, puis après ça, je me dis, écoute, arrange ton horaire avec l'équipe avec qui tu travailles, puis avec tes clients. Le reste du temps, comment tu organises ton temps, pour moi, c'est sûr que ce n'est pas la même chose avec un employé de chantier versus mes employés du bureau, par exemple, mais je ne calcule pas. La seule raison que je comptabilise les heures, c'est pour charger à mon client. Mais le reste, honnêtement, je ne me rappelle pas, parce que moi, je les paye à la semaine de toute façon. Fait que je ne comptabilise pas les heures, sauf dans un contexte de client. Ce que je leur dis, si vous dépassez les heures à signer, faites-moi signe parce que c'est important que je le charge au client. Puis après ça, ben, ton temps, tu le reprendras. Fait que moi, j'ai des employés qui varient dans leur semaine. C'est comme j'en ai une qui a un jeune enfant, ça fait 3 fois qu'elle attrape la COVID depuis le mois de janvier, son enfant. Puis elle tombe malade à travers ça, puis tout ça. Mais honnêtement, tous ces livrables sont rentrés. Fait que, qu'est-ce que j'ai à dire? Puis c'est ce que je discutais avec elle hier parce qu'on parlait d'évaluation de performance. Je disais, écoute, moi, quand même que tu me diras que ton enfant a la COVID, si tu as besoin de congé, dis-le-moi. Mais le reste, que tu travailles le soir parce que tu as justifié, j'ai travaillé tous les soirs, je dis, tout est fait. Je suis hyper satisfaite. Puis comment qu'elle allait, elle? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle est épuisée? Est-ce que... Ben, écoute, à la fin de l'entretien, parce qu'au début, elle est arrivée super stressée parce que ça nous est arrivé plusieurs fois qu'elle devait annuler des rencontres informelles qu'on a tous les jours. T'sais. Je disais, mais écoute, moi, si je t'avertis à l'avance puis que tu m'informes, puis à la fin, elle était super contente parce qu'elle dit, écoute, j'ai vraiment donné mon 100%, j'ai dit, je laisse. Je veux juste être sûre que justement, tu n'es pas trop épuisée puis que si tu as besoin de temps, tu m'avises. Pour moi, le reste, puis nous, on travaille beaucoup en équipe, donc c'est une structure aplanie, donc chaque personne aide l'autre personne dans ces moments de rush. Donc, je pense qu'à la fin, en tout cas, moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'elle était plutôt soulagée, plutôt contente du fait de savoir que le fait qu'elle se soit absentée plusieurs fois, en fait, je ne sais même pas combien de fois qu'elle s'est, pour être tout à fait honnête, là, selon elle, elle n'était jamais là, mais moi, à chaque fois que j'ai eu besoin, elle répondait. On fonctionne beaucoup par courriel. Je trouve aussi que ça enlève de la pression, sauf pour des choses très, très urgentes, où est-ce que là, on se texte pour voir la disponibilité de l'autre, parce que je n'ai pas un contrôle sur leur horaire. Fait qu'ils me répondent, sauf si je marque urgent, ben là, ils vont me dire oui, je suis disponible ou pas, mais pour moi, ça change vraiment. Ce que tu amènes là, en fait, c'est intéressant parce que en fait, la conciliation au niveau de l'employeur, je pense qu'effectivement, c'est au-delà de choses techniques comme rajouter des congés, maternité par exemple au moment d'un enfant ou un congé maternité plus long ou des choses comme ça, sur les choses sur lesquelles s'attellent les ressources humaines actuellement pour améliorer la conciliation. En fait, je pense qu'au-delà de tout ça, de tous ces aspects plus techniques, en fait, c'est vraiment une histoire de posture. Et ça, tu l'as vraiment dit, c'est d'être à l'écoute, c'est de finalement utiliser par exemple des moyens de communication qui sont moins agressifs, peut-être plus passifs, là, comme le courriel, ou plutôt qu'un coup de téléphone qu'il faut répondre dans l'instantané. Ben, ça peut être des choses comme ça, en fait. La conciliation, c'est peut-être aussi, ça passe par des petits détails, ça passe par le fait de, comme tu l'as dit, tu passes un coup de fil pour rappeler que la notion de rencontre biannuelle, ben oui, on n'est pas là pour viser la performance, on n'est pas là pour... en fait, on est juste là pour faire un échange, une discussion, de rassurer finalement. En fait, c'est la posture, on écoute, on rassure, on comprend les enjeux qu'est en train de vivre l'autre. Puis tu l'as vraiment dit aussi, cette idée de changement de paradigme où en fait, l'employeur, finalement, ce qui serait intéressant dans une bonne conciliation, ce serait que bah, finalement, il s'attarde aux résultats, mais pas forcément aux heures, comme tu l'as dit, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les mamans, puis même les pères aussi, bah, ça devient de plus en plus difficile de faire un horaire de 9 à 5, parce que la garderie ferme avec la Covid, avec plein de trucs qui arrivent maintenant.
Donc, je pense que c'est toutes ces choses. Et en fait, vraiment, pour moi, il y a vraiment une histoire de posture, finalement, que l'employeur, il doit adopter, il doit changer ses comportements aussi en lien avec ça. Tout à fait. Moi, je le vois comme ça aussi. Puis je vois beaucoup ça parce que avant d'être entrepreneur, moi, j'étais salariée, puis j'ai eu 4 enfants. Puis c'est ce qui a fait à un moment donné que j'ai quitté mon travail parce que la pression était tellement grande, parce que les gens faisaient des heures et des heures et des heures, mais passaient, sans exagération, moins 20 du temps près de la machine à café. Tandis que moi, je travaillais moins longtemps, mais toutes mes heures étaient, bon, peut-être pas 100 mais je veux dire, la majorité de mes heures étaient dans mon bureau à focusser sur mes livrables. Fait que moi, que tu fasses 20 heures au bureau, que tu en fasses 40, c'est pas ça qui démontre si tu es efficace ou pas. C'est est-ce que tu as atteint les objectifs? Pour moi, ça, c'est plus éloquent que de parler de présentéisme. Moi, du présentéisme, ça ne m'intéresse pas. OK. Merci pour tous ces échanges. Je veux peut-être revenir aussi sur un point que tu avais amené, Marie, tout à l'heure, où en fait, tu parlais d'un cercle vicieux. Tu sais, en gros, tu es performante, donc en gros, comme tu es performante, on se repose sur toi. Donc, comme on se repose sur toi, il faut être encore plus performant, etc. Puis là, tu pars dans un engrenage, là, comme tu l'as dit. Ça, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça peut se voir souvent, les cercles vicieux. C'est dans tout, en fait. Hein. Une fois que tu es parti dans quelque chose, tu pars vers le bas, vers le bas, vers le bas. Ou, à l'inverse, un cercle vertueux, il va t'emmener des fois de mieux en mieux. Là. Donc, ça, c'est super intéressant à prendre conscience aussi, ces phénomènes. Donc, juste, je voulais appuyer ce que tu avais dit. On pourra reparler après. Mais je voulais revenir aussi sur le terme bonne conciliation, parce qu'en fait, c'est quoi une bonne conciliation? Là, on parle de conciliation, notre but, c'est d'en avoir une bonne. Mais qu'est-ce que c'est, finalement, d'avoir une bonne? J'aime bien revenir un peu sur les termes, parce que mais bon, avant de dire des choses, je préfère vous écouter. C'est d'offrir des alternatives, justement, des alternatives aux aléas de la vie qu'on n'a pas le contrôle pour en arriver au résultat que l'employeur veut. C'est, autrement dit, voici de la façon que je vois que ça devrait être fait. Maintenant, on comprend que dans les foyers, il se passe telle chose. Donc, mon plan A n'est pas possible, mais j'offre des alternatives pour que ça fonctionne au final, selon c'est la en lien avec de réalité la flexibilité, j'entends. Ça peut, oui, de la flexibilité ou des outils différents, genre le télétravail. Oui, c'est une flexibilité, mais en même temps, c'est un outil qui a été développé. C'est ça, là, d'offrir une bonne conciliation, de se rendre efficace dans tout ce qui est à faire dans la vie. Je vois beaucoup des employeurs, ils vont offrir des services genre changer les pneus au travail, de trouver des façons pour se rendre plus efficace dans notre gestion du temps en tant que personnel et travail. Ouais, okay. c'est ça. C'est aussi avoir, je pense, un équilibre dans le sens où pour l'employeur, il faut forcément que son équipe soit efficace, rendre les livrables, mais aussi, je pense qu'il y a la prise d'initiative qui est importante. Fait que, mettons, être tout le temps en télétravail, on l'a vu, on le sait, les études déjà sont sorties, que c'est pas forcément bon parce que du coup, ça te coupe de ton équipe, ça favorise pas la créativité, ça favorise pas la prise d'initiative. Par contre, ça permet quand même de rendre des livrables et aux salariés d'être plus présents pour sa famille ou pour la gestion de sa maison, des choses comme ça. C'est que c'est toujours une histoire d'équilibre, je pense, entre ce qu'attend l'employeur et ce que souhaite aussi le salarié. Mais quand on dit bonne, je pense que ce n'est pas d'aller trop vers le salarié ou trop vers l'employeur. C'est vraiment le mot équilibre, je dirais, entre les mesures qui peuvent être prises. Donc, j'entends flexibilité, j'entends équilibre. Après, moi, ce que je voulais amener aussi comme point par rapport à ce terme bonne conciliation, en fait, c'était qu'est-ce que c'est une bonne conciliation pour moi, en fait, en tant qu'employé? À quoi ça correspond pour moi? Et en fait, pour moi, il fallait partir du principe que pour qu'il y ait une bonne conciliation, il faut savoir ce qu'on veut. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut là-dedans, on peut définir qu'elle est bonne. Mais tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on attend par conciliation, et que c'est encore un terme vague, flou, qui n'est pas vraiment très précis pour nous, en fait,
on ne peut pas vraiment la quantifier et lui dire qu'elle est bonne pour nous. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, ben c'est ce que j'allais dire comme point. Moi, je pense qu'une bonne conciliation, ça dépend tellement de l'individu et de ses besoins. Chaque personne n'a pas la même réalité de vie, chaque personne n'a pas les mêmes enjeux. Je pense entre autres des fois aux parents qui ont des enfants, soit avec une déficience intellectuelle ou encore, parce que j'ai été un petit peu dans ce milieu-là, puis leur besoin à eux est complètement différent des besoins peut-être d'un jeune couple sans enfants encore ou de quelqu'un que les enfants sont plus grands, exemple comme nous, comme chez nous. Fait que c'est là que j'allais un petit peu, moi aussi, Audrey, de dire, je pense que la bonne conciliation part de l'individu. C'est la personne qui est à même de dire ce qu'elle a besoin pour que ça fonctionne pour elle. C'est ça, parce qu'en fait, peut-être qu'un télétravail, ça va fonctionner peut-être pour Marie, mais peut-être que pour Andréane, finalement, elle aimerait bien aussi aller 2 jours par semaine au travail, puis peut-être que finalement, chez elle, il y a trop de bruit, je ne sais rien, n'importe quoi. Et en fait, c'est pas pour autant que le télétravail ne va pas faire que ça va être une bonne conciliation pour tout le monde. En fait, c'est ça. Par contre, je suis d'accord de dire que, par exemple, la flexibilité ou l'équilibre, effectivement, ça, c'est des notions, on va dire, plus universelles, donc je suis tout à fait d'accord, mais et effectivement, de rattacher ça finalement à l'échelle individuelle et que c'est finalement du sur-mesure. Une bonne conciliation, ça dépend vraiment. Et ça part aussi d'avoir identifié vraiment clairement qu'est-ce qu'on attend, nous, par la conciliation. Et je ne sais pas si cet exercice est vraiment fait par intellectuellement, si vraiment on se pose pour le faire. Mais en tout cas, je vais vous proposer du coup de le faire aujourd'hui, une petite réflexion là-dessus. Ça, vous pourrez amorcer le chemin. Juste pour faire une petite parenthèse, Audrey, comme ma situation à moi, où ce que maintenant je change à intégrer une entreprise, je me pose vraiment beaucoup ces questions-là, mais ça fait aussi partie de mon travail. Je ne peux pas envoyer mon CV n'importe où parce que j'ai une réalité à identifier. Puis oui, veux pas, je ne peux pas espérer prendre un contrat prendre un employeur à Mirabel alors que je reste à Varennes, sachant que le tunnel, c'est la folie. Puis me dire, écoutez, si je me rends au travail, puis la gardienne, la garderie m'appelle pour dire ton enfant fait de la fièvre, viens le chercher, là, il faut que je parte de Mirabel, il faut que je m'en aille chercher mon enfant à Varennes, ou non, que il y a trop neigé, je ne peux pas me rendre. Là, oui, les alternatives télétravail, ça fonctionne. Mais après ça, je me dis, moi, je veux travailler 9 à 4. C'est un peu fou aussi de penser d'aller travailler à Mirabel. Fait que veux pas, il y a aussi, comme employé, d'être raisonnable aussi, d'identifier qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est réaliste de faire, puis de trouver l'employeur qui va correspondre ou qui va pouvoir cocher beaucoup de cases. Et donc, ouais, tu amènes cette idée que je veux amener après, c'est vraiment cette idée de faire des choix, en fait, de décider en fait ce qui va être bon pour nous. Puis après, c'est de tenir finalement ces lignes directrices, mais une fois que c'est clairement défini, là, faut d'abord l'identifier effectivement, puis après faire des choix. Puis effectivement, parce que il y a notre rêve, c'est effectivement d'avoir le meilleur employeur, mettons, mais après il y a la réalité qui se colle dessus. Donc après, c'est trouver l'équilibre, comme disait Marie, finalement le compromis entre ce que je suis capable et ce que j'aimerais vraiment. Donc là, j'ai proposé en fait pour cet atelier de faire comme un guide en 5 étapes pour essayer de gagner en conciliation vie de famille, vie professionnelle à l'échelle de nous-mêmes, là, de notre individu. Mais avant de commencer, c'était de prendre cette image du tabouret à 3 pieds, en fait, que en fait, vous êtes 3 dimensions. Là, il y a votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie affective. Et en fait, il suffit qu'il y ait un de ces pans-là qui casse, en fait, votre tabouret il tombe. C'est vraiment très imagé, c'est très simpliste. Mais c'est vraiment de dire, en gros, que c'est un équilibre qui est très personnel déjà, de 1. Et puis en plus, c'est très instable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que demain, tu vas trouver une super conciliation vie de famille, vie professionnelle, ça roule du tonnerre. Il suffit que ta garderie, elle ferme ou n'importe quoi, puis bam, tu repars à zéro. Donc, c'est jamais acquis en quelque sorte. En fait, c'est vivant et il faut continuellement s'adapter face à cet enjeu-là, en fait. Ce serait idéaliste de croire qu'une fois qu'on l'a atteint, bim, c'est bon. Gagné, hop, on passe à autre chose. Ça ne marcherait pas. Donc, pour le premier point qui me semble extrêmement important, souvent, si vous suivez mes ateliers, je parle tout le temps des valeurs. Alors, tout le temps. Il n'y a pas un atelier où je ne parle pas des valeurs, je crois.
Et donc, pour moi, les valeurs, c'est comme le pilier, la base, le fondamental de qui vous êtes là. Enfin, les fondamentaux, puisque normalement, vous en identifiez au minimum 3. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous sauriez me dire quelles sont vos 3 principales valeurs? Si vous me dites non, Oui. aïe, 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 il va falloir faire un devoir. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que vous devez connaître vos 3 principales valeurs parce que vos valeurs, en fait, c'est ce qui va vous faire gagner en énergie. C'est quand vous allez être dans vos valeurs, vous allez puiser de l'énergie. Vous allez, ça va être facile pour vous. Puis, vous allez être cohérent avec qui vous êtes, si vous êtes dans vos valeurs. Donc, par exemple, pour un peu imaginer aussi, parce que là, on parle d'un terme, je ne sais même pas si vous savez ce que j'entends par valeur, peut-être. Oui. Est-ce que ça vous parle? Marie, Oui. tu as l'air d'être plus inquiète. Ça dépend. Oui, les valeurs, on a des valeurs. Après, tu veux dire dans notre vie professionnelle ou en général? En fait, des valeurs, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, c'est les tiennes. Donc, en fait, c'est quand tu vas être dans tes valeurs, tu vas être énergisé, tu vas être en joie. Puis, ça va être des comportements que tu vas adopter, en fait, naturellement, parce que tu as ces valeurs-là. Donc, par exemple, moi, j'ai une valeur très forte qui est la valeur santé. Donc, ça veut dire que dans mes comportements, en fait, moi, je vais naturellement, je ne vais pas fumer, je ne vais pas boire à outrance, en tout cas. Je vais avoir tendance à faire de l'activité physique régulière, etc. Parce que pour moi, c'est très important d'être en santé. Et du coup, tu vois, quand je suis en santé, pour moi, quand par exemple, je fais de l'activité physique, etc., ça me met en joie parce que je sais que c'est bon pour moi. Et puis, je vais adapter mes comportements en fonction de cette valeur-là. Ou par exemple, une autre de mes valeurs, ça va être l'honnêteté. Donc moi, enfin, c'est triste là pour moi parce que je suis extrêmement naïve, mais je mens jamais là. Ou très 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 rarement là. Je déteste mentir. Puis si je mens, à l'inverse, je vais perdre en énergie, etc. Par contre, si j'assume, je dis les choses, même si c'est difficile là, je vais me sentir en joie d'avoir dit les choses, puis d'avoir été honnête, puis tu vois. Et donc, si vraiment c'est des choses très fortes en toi, c'est tes valeurs. Puis, tu vois, tu as un comportement qui s'adapte en fait à ça. Après, tu as plein d'exercices là sur Internet pour identifier vos valeurs. Je peux aussi vous envoyer un exercice là si vous voulez apprendre à les identifier. Éventuellement, Myriam, je peux faire ça aussi là. J'ai un exercice tout fait là. Oui, ce serait intéressant. Je pourrais le partager aussi sur les différentes plateformes des ailes. Alors, bien sûr, les valeurs, là, à travers un exercice comme ça, vous pouvez les identifier. Après, l'idéal, évidemment, c'est de les confronter là, avec quelqu'un, puis quelqu'un qui vous fait un retour. Mais déjà, dans un premier temps, c'est d'avoir une idée des 3 valeurs principales. Déjà, c'est super. Et en fait, une fois parce que les gens identifient leur ça veut dire ça ne me sert à rien. Donc, en fait, une fois que vous avez identifié vos valeurs, en fait, il faut toujours rattacher vos décisions. Quand vous allez prendre une décision, c'est de voir si vous respectez vos valeurs. Donc, si toi, par exemple, ta valeur, mettons, c'est engagement, et qu'effectivement, en allant à Mirabel, tu ne pourras pas respecter ton engagement parce que tu ne pourras pas te rendre, ou tu ne pourras pas ci, ou tu ne pourras pas ça, déjà, tu sauras, en comparant avec ta valeur, que c'est une décision que tu peux prendre. Et toute décision peut être prise là, mais tu sais qu'elle ne sera pas bonne pour toi et qu'elle ne sera pas durable, déjà. Parce que tu l'auras comparée à tes valeurs. Donc, en fait, c'est ça. Après, quand on a une décision à faire, on la compare toujours avec ses valeurs, pour voir si on est en cohérence avec soi, en fait. Un autre point que j'aimerais amener, c'est finalement de venir réfléchir aussi à pas qu'est-ce que je veux avoir fait à la fin de ma vie. Ok ? Par exemple, je veux avoir été PDG, je veux avoir créé 3 entreprises, puis je vais avoir généré 3 millions. Ok ? Ça, c'est une chose. Ça, c'est votre faire. Mais maintenant, c'est qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi à la fin de ma vie ? Qu'est-ce que je veux devenir moi comme personne ? Et c'est totalement différent. Si on se pose cette question-là, c'est totalement différent de qu'est-ce que je veux accomplir ou qu'est-ce que je veux faire. Et si je vous pose cette question-là,
par rapport à la conciliation vie de famille professionnelle, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas, là, si par exemple, je vous pose la question à vous, là, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous? C'est pas facile à répondre comme ça, là. C'est surtout très personnel aussi. Je peux essayer de répondre moi, là, pour donner un exemple. Si jamais, moi, j'aimerais qu'on retienne de moi que j'étais une personne qui était dans l'entraide, par exemple, ou dans le partage, ou quelqu'un qui était avec qui on s'amusait. Et quand tu es avec moi, c'est fun, là. Un peu comme la phrase sur notre pierre tombale. Ouais, carrément. Avec elle, c'était fun. Wow. Moi, j'aimerais qu'on retienne ça de moi. Tu sais, j'aimerais vraiment à la fin, là, mais je m'en fous qu'on dise Audrey, c'est sur ma pierre tombale qu'on écrive, elle avait monté une entreprise. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux qu'on voit. Et finalement, en fait, c'est de venir dire, le plus important, c'est ce qu'on dégage. En fait, c'est la posture qu'on dégage. Est-ce que ça vous parle, ça? Ben oui puis non, parce que pour moi, tu vois, moi, j'accorde pas vraiment de valeur à ce qui va être écrit sur ma pierre tombale parce que je focus vraiment sur qui je veux être aujourd'hui, mais le titre ou ce qui vient comme le famous ou ce qu'on va penser de moi, je m'en fous un peu. Mais ça vient peut-être un peu au même parce que oui, moi, je vais être quelqu'un pour les autres. Fait que ce que tu dis, entraide, partage, j'ai établi ça comme valeur. Donc, moi, ma valeur, c'est que ce que je fais doit aider les autres. C'est ce que je crois qu'on est sur cette terre, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Ça fait partie de mes valeurs. Donc, je veux que mon travail se serve de ça. Fait que dans le fond, j'utilise mon travail pour répondre à cette valeur-là. Fait que dans mon travail, il faut que j'en arrive à aider les autres. Fait qu'après ça, si on écrit sur ma pierre tombale, Andréane, elle a aidé les autres dans sa vie, tant mieux, mais je m'en fous un petit peu, c'est pas l'objectif, Fait que je me concentre vraiment sur, aujourd'hui, comment je peux être, qui je peux être, comment je peux me définir pour aider les autres. Puis pas dans un objectif de me glorifier moi, mais parce que c'est ma valeur de penser que c'est mon but dans la vie. Alors, c'est pas pour le mettre aux yeux des autres. En fait, la pierre tombale, c'était imagé, mais c'est vraiment... Oui, non, je sais, mais... que ce soit important pour toi, en fait. C'est vraiment... Mais je suis Ouais. d'accord avec toi, c'est de dire, OK, les autres, bon, pourquoi pas, si on a une reconnaissance, c'est toujours un peu mieux, mais au final, ce qui est important, c'est qu'à la fin, là, c'est que je sois satisfaite, moi. En fait, c'est ça. le plus important. Exactement. C'est de dire le regard des autres, ça vaut quelque chose, mais c'est pas le plus important. Enfin, ça dépend pour qui. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être une motivation aussi. Mais... Oui, exact. Je le respecte. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez cette image, j'imagine que oui, c'est passé sur tous les réseaux sociaux, là, mais si jamais, je vais quand même le redire, là, cette histoire du pot avec les cailloux, là. Ça vous parle? Oui. Je vois des non, je vois des oui, un peu. Moi, je suis très mauvaise pour raconter les histoires, alors j'ai un peu peur quand j'ai des histoires à raconter, mais je vais essayer de le faire hyper bref pour que ce soit plus concis. Là. En gros, c'est un professeur qui amène un pot et puis il met des gros cailloux dedans. Puis il ferme le pot, il dit est-ce que ce pot il est plein? Puis évidemment, les élèves ils disent oui. Puis après, il prend comme des graviers. Puis là, il prend tout son pot de gravier, puis il le met dedans, ça rentre. Et après, il referme le bouchon, puis il dit est-ce que là, il est plein? Là, les élèves sont quand même pas bêtes. Ils disent, là, on commence à avoir des doutes. Donc, effectivement, il prend après ça du sable. Puis, il arrive encore à remplir tout le sable et il referme. Est-ce qu'il est encore plein? Puis là, il prend de l'eau, puis il remplit encore avec de l'eau. Okay, et au final, tout ça, ça rentre dans le même petit pot. Puis, à la fin, il dit, donc, qu'est-ce que vous comprenez, en fait, à travers cette image? Il y a des élèves qui disent, en fait, ça veut dire que quand ton agenda, il est rempli de tâches, tu peux encore en mettre des plus petites. Tu peux remplir encore plus de tâches dans ton agenda. Puis là, c'est mignon, quoi. Mais effectivement, c'est pas ça qu'il faut retenir. C'est pas qu'en fait, quand tu as rempli ton agenda, tu peux remplir encore plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si finalement tu remplis ton agenda des petites tâches, donc du sable, de l'eau, tout ça, tu pourras pas mettre tes gros cailloux. Donc, tu pourras pas mettre ce qui est important pour toi. Et donc, en fait, là, la question que je voulais vous poser, c'était c'est quoi pour vous vos gros cailloux dans votre vie? C'est quoi qui est important pour vous?
Est-ce que c'est votre santé, vos familles, vos Ben, amis? moi, c'est ma famille, là, La définitivement. famille, l'accomplissement professionnel. Mais après, ça, c'est des choses, je trouve, tu sais, on a plusieurs vies, là, fait que, enfin, moi, je pars du principe qu'on a plusieurs vies, fait qu'à 20 ans, on a des valeurs, on veut certaines choses. À 30 ans, on en veut d'autres. À 40 ans, on en veut d'autres. Fait que ça, c'est pas quelque chose, mettons, qu'on peut appliquer sur une vie au complet, pour moi, dans ma situation. Je suis d'accord un peu avec Andréane que on peut pas mettre à la fin une chose sur notre pierre tombale, mais oui, c'est sûr que là, actuellement, c'est la famille, l'accomplissement professionnel, le fait de changer aussi des inégalités dans la société, le fait de faire avancer certaines choses dans la société. Bon, ça serait mes gros cailloux. Ouais. Mais tu vois, c'est ce que tu dis là, en fait, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, ça change, ça évolue. Mais c'est ça, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que la conciliation vie de famille, c'est vivant. Tu sais, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as trouvé ton gros caillou, puis tu as trouvé ta valeur, puis hop, c'est bon, je sais ce que je veux faire à la fin de ma vie, je vais en trouver les autres. Bam, c'est fini, hop, passe à autre chose. Ben non, c'est pas ça. C'est que, en fait, ça va être évolutif. En fait, c'est de se reposer ces questions-là régulièrement dans le temps, en fait. Parce que ça va changer. Les valeurs, bon, elles changent, elles sont quand même. Mais effectivement, elles évoluent dans le temps, mais ça, c'est pas tous les 2 jours, là. C'est normalement à l'échelle de quelques années quand même. Mais effectivement, ça évolue, c'est sûr. Donc, je suis d'accord de dire, c'est pas les mêmes, mais moi, ce que j'aimerais amener, c'est vraiment de me poser ces questions-là régulièrement. C'est quoi qui est important pour moi en ce moment? Le plus important, c'est quoi mes priorités? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi dans quoi je veux que mes comportements, en fait, dans quoi je veux être? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi en ce moment? Tu vois. Ça, c'était ma première étape. C'est une grosse réflexion pour un mercredi 9h, Audrey. C'est très profond. Mais c'est important, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si on a l'habitude de partir de ça pour parler de conciliation des familles des professionnels. Je pense que là, je prends un axe un peu spécifique. Mais moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Donc, je me dis que toute réflexion doit partir de ça avant toute chose. Ben, en fait, c'est que tu amènes un peu, souvent, on va voir la démarche inverse, c'est-à-dire on va voir les employeurs qui se démènent pour offrir différentes choses qui sont quand même assez similaires à tous leurs employés. Puis dans le fond, là, ce que j'ai l'impression de saisir de ton message ce matin, c'est que la conciliation travail-famille doit partir de l'employé, c'est-à-dire que c'est à lui d'abord et avant tout d'évaluer ses priorités, ce qu'il a de besoin pour qu'ensuite l'employeur puisse s'adapter. C'est-tu un peu ce que je suis dans le champ ce matin? Ou? En fait, moi, je suis d'accord de dire que c'est aux deux. C'est-à-dire que l'employeur a une responsabilité. Il a une responsabilité là-dedans. Donc, c'est ce qu'on a un peu parlé, cette idée de posture, mais aussi c'est de mettre en place des congés, des choses comme ça, un télétravail, des modes de communication plus souples, etc. Donc, lui, c'est sa responsabilité. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était que l'individu a sa responsabilité aussi. Et qu'en fait, il faut la prendre. Et si vous ne la prenez pas, bah, personne ne le fera pour vous. Là. Je veux dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, ce serait utopique de croire bah, c'est l'employeur qui fait tout, puis l'employé juste, il relaxe, puis ça se passe bien. Pour moi, ce serait utopique. C'est ce qu'en fait, j'essaie d'amener, c'est plus ça, c'est cette notion de responsabilité individuelle aussi. En fait, ça fait en sorte aussi qu'en plus du défi conciliation travail-famille, tu ne vis pas avec d'être malheureux. C'est en plus, tu es dans un environnement où tu es malheureux parce que ça ne répond pas à tes valeurs. Puis en plus, il faut que tu concilies travail-famille. Tout ça, ça devient là, une montagne sur nos épaules. Fait que si de un, on se met dans un environnement où c'est en lien avec nos valeurs, donc déjà, il y a un bonheur naturel qui existe, bien, après le défi conciliation travail-famille, c'est des plus qu'on discute. Mais comme c'est propre à l'individu, je veux dire, c'est impensable qu'un employeur puisse faire du cas par cas, puis chacun a sa définition d'employé selon ce qui va l'arranger, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que l'employeur fasse un wrap-up des plus populaires, puis c'est là-dessus qu'il mise pour offrir ses emplois. Mais c'est là aussi où il doit avoir aussi une posture quelque part de flexibilité, c'est-à-dire que oui, il y a un cadre. Moi, j'adore cette image où en fait, tu as un cadre, puis dedans, tu as un gribouille. Et en fait, l'employeur, lui, ce qu'il te met, c'est le cadre. Ouais. Puis toi, dedans, tu évolues comme tu veux, mais à l'intérieur du cadre, par contre. Oui, exact. Et en fait, pour moi, c'est sa responsabilité à lui, c'est de te mettre le cadre, ça c'est vrai. Et ta responsabilité à toi, bah, c'est de rester dans le cadre. Mais d'évoluer et d'être autonome, on pourrait dire.
Mais pour moi, en fait, si tu as fait ce travail-là d'identification, etc., et que tu as fait tes choix, en fait, après, tu vas aussi avoir naturellement tendance à t'entourer d'employeurs qui, du coup, te respectent. Des employeurs comme José, par exemple, qui expliquait que pour elle, c'était très important, puis qu'elle avait mis beaucoup de choses en place pour ça. Puis d'ailleurs, elle recrutait beaucoup de femmes, plus de 60%, je crois qu'elle disait, dans son entreprise. Donc, après, naturellement, en fait, c'est ça, c'est une fois que j'ai pris mes responsabilités, du coup, je ne vais pas prendre n'importe qui. Puis après, c'est toujours pareil, hein, c'est l'histoire du compromis. Parce qu'on ne peut pas toujours non plus, si on n'a pas d'employeur à portée de main, on fait comme on peut. Mais en tout cas, c'est donc un des premiers éléments que je voulais amener, c'était déjà de soi-même, déjà revenir à son essence, qu'est-ce que je veux, qui je suis, c'est quoi mes gros cahiers. Et de dire que, ça c'est peut-être positionné un peu tôt, mais je vais le dire maintenant, c'est qu'en fait, j'adore cette phrase. Nous avons laissé inachever les choses que nous aurions dû faire et nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire. Alors, je ne sais pas si là, à tête reposée, ce serait plus simple, mais en gros, c'est de dire, en fait, souvent, on va remplir ses journées. On va remplir. C'est l'hyperactivité de notre société, là. Mais finalement, est-ce qu'on remplit de choses qui sont importantes pour nous? C'est ça. Et finalement, ce qui est important pour nous, on le met de côté. Puis en fait, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, c'est ça. C'est un peu ça que j'ai essayé d'amener par cette phrase. Ça me parle énormément. Ouais. Et moi, ça, c'est un travail que je fais depuis très récemment, de vraiment à chaque fois essayer de me dire, OK, dans cette journée, est-ce que je réponds à des choses qui sont importantes pour moi? Et depuis que j'ai fait ça, j'ai arrêté les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai, en grande partie en tout cas. Mais bon, ça me regarde, là. Je parle de moi. Ça va avec la gestion du temps, là. C'est un défi, justement, parce que c'est comme cette semaine, c'est juste trop fou. La journée passe, puis je me dis, OK, mais je voulais me garder 15 minutes pour m'entraîner. OK, je voulais me garder 15 minutes pour lire un livre. Puis là, au final, la journée finie, il est 9 heures, je suis crevée, c'est le temps que j'aurais pour le faire, puis je suis juste déconnectée de la vie, je vais aller me coucher, tu sais. Fait que, qu'est-ce que je fais? Ben, tu sais, je vais faire des trucs qui me demandent pas d'intellect, là, juste pour comme décanter, puis après ça, je m'en vais me Là, tu vas faire coucher. des jeux sur ton téléphone, puis voilà. Ben, genre, parce Puis du coup, tu parce auras que rempli ça ta fait journée, juste... mais bon. Ben, c'est ça. Puis après ça, je me dis tout le temps, OK, là, demain matin, là, je vais me lever plus tôt, puis je vais partir. Mais là, mes enfants, ils se lèvent plus tôt avec moi. Fait que là, c'est d'autres choses qui se passent. Fait que là, maman, maman. Fait que là, puis là, ça m'irrite parce que là, je m'étais levée pour faire comme une bonne chose qui était pour moi, puis il m'empêche de le faire. Fait que là, ça développe des émotions. Ça part la journée sur dans un certain état, que je ne suis pas fière. Fait que là, culpabilité, j'aurais pas dû me choquer. Fait que, tu sais, c'est ça. D'être disciplinée dans un horaire, parce que je le sais que quand je le fais, quand je prends le temps pour moi, je vais mieux dans ma journée. Je suis plus productive, je suis plus efficace. Fait que je sais que ça me nourrit et que ça me rend meilleure. Fait que pourquoi que je me fouette pas à dire là, arrête, là, prends 15 minutes de break, lâche tes plans, lâche telle affaire, puis go, fais-le, tu vas être tellement mieux et plus efficace. Là. Fait que C'est ça. cette Donc, c'est de discipline-là. revenir à ce qui est important pour soi, vraiment. C'est ce que j'essaie d'amener là, dans cette idée-là. La perfection, je voudrais voir ça un petit peu après, si on a encore du temps. Mais là, je reviens sur cette idée de culpabilité parce que ça fait un petit moment déjà qu'on en parle. Et en fait, je voulais juste vous lire déjà juste ce petit texte-là, genre ça, c'est un petit 10 secondes. Mais voir si vous vous reconnaissez là-dedans finalement. Donc, dès le matin, on presse les enfants à se préparer, puis on se sent coupable de ne pas avoir un ton patient. Lorsque le deuxième verre de lait est renversé et que le chandail doit être changé. On dépose les enfants à la garderie et on se sent coupable d'avoir accepté ce rendez-vous si tôt, qui fait qu'ils y passeront près de 10 heures aujourd'hui. Ensuite, on arrive au bureau et on se sent coupable de ne pas s'être aussi bien préparé pour la rencontre, car on a préféré lire une histoire plus longue aux enfants la veille. Bref. À la maison, on se sent coupable de ne pas être en mode travail, et au travail, on se sent coupable de ne plus être disponible à la maison. Ça vous parle? Oui. Ouais, hein? Pas mal, hein? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, là, de voir ce texte? Mais dans le fond, on se sent tout le temps coupable, peu importe où on est. On essaie de faire notre mieux, mais...
Mais c'est vrai, ça me parle beaucoup, ce texte. Mm. Donc, en fait, c'est de venir sur l'idée de qu'est-ce que c'est la culpabilité finalement? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? C'est notre auto-évaluation un peu. Donc, la culpabilité vient du fait qu'on est déçu de notre performance. Là. C'est ce que je crois. Là. Donc, déjà, la culpabilité, pour moi, c'est une émotion. Donc, une émotion, en fait, c'est un message. En fait, votre cerveau, il scanne en permanence votre environnement. Donc, lui, votre cerveau, il n'est pas fait pour votre bonheur. Là. Ça, c'est une illusion. Votre cerveau, il est fait pour votre survie. Okay. Donc, lui, il va scanner en permanence son environnement. Puis, il va avoir quelque chose dans son environnement. Et du coup, ça va lui créer une émotion. Et en fait, cette émotion, c'est un message qui va en fait faire que votre corps va adapter un comportement. En fait, c'est pour vous faire adapter un certain comportement que l'émotion, elle est là. Donc, si vous avez une émotion de joie, parce que vous avez vécu quelque chose, vous avez vu, selon votre expérience, puis ce que votre cerveau aura analysé, parce que ça, c'est personnel. Hein, si toi, tu vas avoir quelque chose que moi, ça ne va pas me faire la même émotion pour la même situation. Mais en tout cas, vous allez ressentir une émotion de joie. Puis là, du coup, ça va vous donner envie d'avoir un comportement de partage, de communion. Vous allez peut-être avoir envie de serrer quelqu'un dans vos bras, etc. Ça, c'est le comportement qui va être adapté. Si par exemple, votre environnement, il ressent de la peur, parce qu'il y a une menace, là, le comportement qui va être adapté, ça va être la fuite, par exemple. Donc, à chaque fois qu'il y a une émotion, en fait, il y a un comportement qui s'adapte. Et donc, la culpabilité, en fait, c'est que votre environnement, il est en train de percevoir que vous êtes en train de transgresser la loi ou de transgresser la morale. Okay, c'est vraiment une émotion qui est liée au fait qu'on est des êtres sociaux. C'est vraiment la société qui induit ça. En fait, si on était individuel, on était tout seul sur une île déserte, on n'aurait pas de culpabilité là, normalement. Donc, c'est vraiment rattaché, c'est une émotion qui est rattachée aux autres. Et en fait, ça va nous faire, c'est un repère qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal en société. OK? Et donc, ce que ça va créer en vous, ça va créer de l'intention, de l'agitation, de l'anxiété, etc. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans votre corps. Mais après, le comportement, en fait, ça va vous amener, en fait, à avoir, ça va être, vous allez être plus empathique, vous allez être plus sensible à la souffrance des autres, vous allez, justement, ce qu'on disait, ça va vous inciter à être plus loyaux. En fait, ça, c'est des comportements à bien traiter les autres aussi. Donc voilà, donc en fait, vous allez ressentir cette émotion, puis ça, c'est des comportements qui vont, on va dire, être adaptés pour répondre à ça. Là, j'avais marqué aussi que c'était une prise de conscience d'un préjudice qu'on peut causer à autrui. Donc la culpabilité, c'est très utile. Là. Je veux dire, c'est un moyen que la nature a trouvé pour qu'on puisse avoir des relations avec les autres, etc. Si on n'avait pas de culpabilité, on serait un psychopathe, là, clairement. On ne ressentirait pas la souffrance de l'autre, on n'arriverait pas à vivre en collectivité. Par contre, parfois, je ne suis pas sûre que la culpabilité soit nécessaire tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, après, c'est aussi... par contre, le cerveau, parfois, il peut... en fait, il se base sur des schémas qu'il a connus, puis il n'actualise pas. Donc, c'était peut-être utile pour vous à un moment donné, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus utile pour vous. Mais par contre, votre cerveau, lui, continue à l'utiliser. Donc, en fait, c'est ça, c'est d'avoir conscience que finalement, c'est juste un message. En fait, la culpabilité, c'est un message qui vous dit juste de prendre soin des autres et puis d'être plus empathique et d'être plus sensible finalement. D'avoir fait tout ce pitch-là un peu théorique, maintenant, si je reviens à vous, est-ce que ça vous parle tout ça? Ça vous fait quoi en fait? Ça vous fait dire quoi? Toi, Marie-Claude, tu disais que tu vivais beaucoup. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Tu disais que tu vivais ça beaucoup, la culpabilité, du coup, d'avoir peut-être compris plus que c'était un message, etc. Est-ce que ça t'aide à voir des choses ou... Oui, mais c'est comme on disait aussi les phases en ce moment. Tu sais, au travail, c'est sûr qu'on a un petit rush en ce moment, mais aussi, tu sais, je suis mère monoparentale. C'est ça. Je pense que je ne voyais pas comme ça la vie il y a 10 ans. Mais en ce moment,
C'est ça, je vis de la culpabilité, là, c'est certain. OK. Mais il faut que je vois qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est ça. Mais mes cailloux, là, je vais essayer de les trouver, les bons gros cailloux, puis je vais m'arranger pour suivre cette route-là. En fait, moi, je pense qu'une des solutions pour essayer de réduire la culpabilité, c'est vraiment rattaché à mon étape numéro 3, qui est faire des choix. En fait, en faisant des choix, on va, je pense, pas mal réduire sa culpabilité. Parce que, donc, par exemple, si on assume pleinement que, par exemple, on passe du temps avec nos enfants pour leur raconter une histoire, par exemple, on revenait là juste avant. Là. Donc, on se sent coupable de ne pas s'être préparé pour la rencontre parce qu'on a préféré lire une histoire plus longue aux enfants la veille, par exemple. Okay, si on a fait le choix conscient de dire, moi, je veux, ce qui est ma priorité, mon gros caillou, c'est ma famille. Donc, je prends conscience et je fais le choix de passer du temps ce soir avec eux. Puis ma rencontre, bah, je ferai du mieux que je peux, mais je ferai ce que je pourrai là. Mais c'est un choix conscient. Et en faisant ce choix-là, je pense, si on s'habitue en fait à vraiment assumer pleinement à chaque fois qu'on fait quelque chose, que ça a des conséquences, et puis assumer les conséquences, bah, en fait, finalement, on va se sentir beaucoup moins coupable. Alors, c'est pas mal facile à dire, là, je suis d'accord. Mais je pense parce qu'on veut tout le temps être, excuse-moi, qu'on oui. veut tout le temps être le meilleur partout. Si on veut donner à notre famille, au travail, ou peu importe. Je pense en tout cas, moi, je suis comme ça. Donc, c'est sûr que oui, à un moment donné, on s'en met beaucoup sur les épaules. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que finalement, est-ce que ça fonctionne? C'est ça? Ben, je crois que oui. OK, mais est-ce que ça a un prix, un coût? Oui. C'est certain. Est-ce que c'est un coût qui, pour toi, vaut la peine d'être vécu? Est-ce que c'est un coût qui, pour toi, va te permettre à la fin de ta vie de te dire oui, on va inscrire ça sur ma tombe. Est-ce que ce coût-là va te permettre de devenir qui tu veux devenir? Ouf. Ouais, compliqué, hein, ma question. Oui, un petit peu. Je pense que je dois me mettre en réflexion. En fait, ce que j'essaie d'amener, c'est un coût, oui, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est un coût qui vaut la peine pour toi sur le long terme? Pas sur le long terme, mais en ce moment, oui. Parce OK. que j'y tiens. Je tiens à ma famille, je tiens à mon travail, donc oui. OK. C'est pas énorme, mais ouais, c'est ça. OK. Oui, Myriam. Ben, moi, j'ai commencé à le faire, ça. Mais, tu sais, de dire, ben, regarde, je sais que ça va me mettre peut-être un peu plus la pression pour d'autres choses, mais je fais le choix de prendre du temps, soit avec ma fille ou encore pour être dehors avec mes chevaux ou avec mon conjoint, ou, tu sais. Mais ça demande beaucoup de lâcher prise après parce que ça cause, en tout cas, moi, dans mon cas, souvent, c'est que ça va revenir la nuit. Je me réveille, je vais faire oh mon Dieu, OK, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je vais quand même m'en sortir? Est-ce que, tu sais, puis là, il y a comme un peu d'anxiété qui embarque. Fait qu'il faut que je travaille très, très fort pour assumer mon choix. De faire le choix, de savoir que c'est ça que je veux dans la vie, que, tu sais, pour moi, la vie, elle est courte. Fait que c'est pas vrai que je vais me tuer à faire 90 heures semaine au travail au détriment de ma famille, ma qualité de vie ou ma santé ou autre. Mais on dirait que de savoir que c'est ça, de prendre le choix, je suis capable, mais c'est de vivre avec mon choix après que je ne suis pas comme rendue là encore. Tu comprends ce que je veux dire? À les assumer, c'est ça? Oui. Ben, c'est qu'après, il y a l'anxiété qui embarque de dire ah ouais, non, finalement, tu sais, c'était peut-être pas une bonne décision. Puis là, le hamster embarque. Là. OK. Et donc, du coup, peut-être, ça pourrait être une idée là. Mais quand tu te dis est-ce que c'était une bonne décision, est-ce que c'était une bonne décision, à chaque fois, essayer de revenir à finalement, est-ce que c'était une bonne décision pour toi? Ouais. Pas est-ce que c'était une bonne décision pour whatever là. C'est de dire est-ce que c'était une bonne décision pour moi? Est-ce que ça m'a permis de répondre à mes gros cailloux? Est-ce que ça m'a permis de finalement répondre à mes valeurs, dans ce que je suis, dans mon essence? Peut-être déjà, là, ça pourrait restreindre ta réflexion. C'est au lieu de partir dans tout le... Ouais, de me ramener à l'ordre, finalement. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, effectivement, si tu te compares à l'infini, on se sent toujours nul face à l'infini. Ouais. Donc, peut-être, ça pourrait être une idée dans ton anxiété de te ramener finalement, bah ouais, c'est une décision qui est bonne pour moi. De toute façon, toute décision, elle va t'obliger à fermer des portes. Parce que c'est le concept de la décision, c'est-à-dire de trancher.
Donc, quand on prend une décision, on se ferme des portes. Ça ne veut pas dire qu'on ne les prendra pas plus tard. Ça veut juste dire que pour l'instant, on a décidé qu'on prenait celle-là et pas les autres. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, faire des choix, c'est un peu cette idée. Et moi, j'aime beaucoup ce que dit Monsieur Uzan, je ne sais pas comment on prononce ce mot-là, Serge Usan, je sais pas. Que la plus grande difficulté, c'est pas de prendre les décisions, mais c'est plutôt de les assumer. Donc, c'est exactement ce que tu as amené comme notion, Myriam. C'est que oui, on les a pris, mais après, on stresse. Puis, on est anxieux, puis on revient sur... Donc, voilà. Ça, à mon avis, c'est vraiment une posture, c'est d'arriver à vraiment... je pense que ça vient aussi avec de l'entraînement. C'est pas acquis, inné comme ça. C'est pas parce qu'on le dit que ça va se faire. Donc, faire des choix, ça revient à toujours se poser ces questions-là. C'est quoi mon équilibre idéal? C'est quoi pour savoir le meilleur choix, c'est de savoir c'est quoi qui serait mon meilleur équilibre. Et puis, c'est aussi de savoir c'est quoi mes limites. Qu'est-ce que je veux pas? Je veux plus. Donc, par exemple, il y avait une dame, elle me disait qu'elle, c'était maintenant une de ses limites, c'était qu'elle ne voulait plus passer le travail avant ses enfants. Voilà. Parce qu'elle avait vécu un traumatisme où elle venait toujours être la dernière maman à la garderie, puis son enfant qui attendait comme ça. Et elle a dit, ça, je ne veux plus jamais le vivre. Donc, ça a été sa décision. Donc, c'est ça. En fonction de ses limites personnelles, c'est de venir poser des décisions, puis de dire, moi, ça. Et puis après, une fois qu'on a pris la décision, c'est comme ça. Un autre point que je trouve très intéressant et que je pense que nous, les femmes, on a vraiment de la difficulté avec ça, c'est de nommer les choses. C'est-à-dire que quand on est au travail, quand je dis nommer, c'est nommer ses besoins, nommer ses attentes, nommer ce qu'on est en train de ressentir. Alors, je ne dis pas d'aller nommer tout, hein, c'est pas l'idée d'aller nommer chaque état d'âme que vous avez là, c'est pas ça, mais d'aller nommer quand c'est important pour vous. Donc, par exemple, votre employeur, je ne sais pas, là, aujourd'hui, vous vivez des enjeux difficiles dans votre famille, c'est d'aller nommer et de dire, voilà, moi, en ce moment, je vis ça, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Exemple. Ou, à l'inverse, dans votre famille, c'est moi, au travail, je suis en train de vivre beaucoup de stress, beaucoup de nanana, et vous pouvez poser la question avec votre famille, là, avec un proche ou un conjoint ou, je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait vous soutenir. Est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai besoin d'aide. Et nommer, finalement. Nommer ce besoin d'aide. Alors là, je sais que c'est très facile à dire, mais quand je vous parle de nommer, est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? De plus en plus, moi, de mon côté. C'est quelque chose que je travaille beaucoup, mais à toutes les sphères, pas juste par rapport à mes attentes. Là, plutôt que de recenser une émotion ou une frustration, je vais dire, écoute, voici comment je me suis sentie, voici mes attentes. Puis j'essaie de le faire beaucoup, beaucoup. Je trouve ça important, mais en même temps, il faut qu'il y ait de l'écoute aussi de l'autre côté. Fait c'est quelque chose qui se travaille dans les deux sens encore. Là. Alors, quand moi je parle de nommer, je ne parle pas forcément de justement. Alors, en fait, quand on nomme, le but, ce n'est pas d'attendre un comportement de l'autre. On ne nomme pas pour avoir un comportement de l'autre. Ce n'est pas ça le but. En fait, le but premier du nommer, c'est juste déjà de libérer une première charge, déjà. Et ça va être juste de chercher à communiquer, à passer un message. De dire, moi, en ce moment, je ne vais pas bien. Effectivement, après, on n'a pas le contrôle que l'autre nous comprenne ou que l'autre adapte son comportement en fonction de ça. Donc, ce serait utopique, encore une fois, de croire que l'autre va adapter. Juste parce qu'on nomme, l'autre, il va changer son attitude. Mais je pense que plus on va réussir à nommer, et plus finalement, ça va quand même faire en sorte que les comportements vont changer dans son entourage. Mais effectivement, il ne faut pas attendre un résultat. Faut pas, en fait, je ne pense pas que ce soit correct, en quelque sorte, d'attendre que l'autre change tout de suite. Non, ce n'était pas dans ce sens-là. C'était plus, si mettons quelque chose, moi, qui m'a fâché, je vais le dire. Ça m'a fâché. C'est tout. C'était pas dans le sens d'attendre nécessairement un changement d'action, mais si tu essaies de nommer quelque chose et que la personne est zéro réceptive, ne serait-ce que pour l'entendre, pas dans un but de poser une action, mais c'est comme, ça me fait penser, l'exemple que je te donnerais, c'est, mettons, quelqu'un qui dit comment ça va, il veut-tu vraiment savoir comment ça va ou pas, Fait que c'était un petit peu dans cette optique-là que je disais que ça prenait une écoute, là. Ouais, ça, j'avais fait un test personnellement là, quand j'étais ado. je testais des choses dans ma vie.
Et effectivement, on me disait ça va. À chaque fois qu'on me disait ça va, je disais non, ça va pas. Et j'ai remarqué qu'en fait, ça n'avait aucune conséquence. Absolument aucune. Toutes les fois où j'ai dit non, ça va pas, ça changeait rien en fait. Ah, ok. Et voilà. Et ça m'avait vraiment marqué. Donc effectivement, c'est des réflexes. Ça. En fait, la personne ne pose pas vraiment la question du est-ce que ça va vraiment. Je veux juste revenir sur un point d'en faire des choix là qui m'est revenu. Quand on parle de limite, c'est la capacité à savoir dire non. Est-ce que vous savez dire non? Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal. J'y arrive très, très mal, très, très difficilement. Je suis une personne qui dit tout le temps oui, pratiquement. Parce que je suis réellement enthousiaste souvent quand on propose quelque chose, j'ai toujours envie de dire oui. Puis généralement, après, je regrette. Donc, j'ai une petite astuce là-dessus. Donc, je voulais juste vous la partager, que je utilise personnellement. Donc, maintenant, je dis un truc comme oui, mais en partie. Ou, tu vois, je vais dire comme un oui. Alors, c'est moche, hein, mais je vais dire, par exemple, soit non, mais si tu veux, je connais quelqu'un qui peut t'aider, par exemple. Ça peut être une réponse que j'apporte dans mon non. Tu sais, j'arrive pas à dire le non juste. Ou alors, je vais dire non, désolé, je peux pas en ce moment parce que en fait, je suis en train d'être occupée sur autre chose. Donc, ça me donne comme une porte de sortie. Ou alors, tu sais, je vais dire oui, je pense que oui, mais laisse-moi réfléchir. Quoi, des trucs comme ça. En fait, c'est pour dire qu'en fait, quand vous avez de la difficulté à dire le non, vous pouvez trouver comme des petites combines comme ça qui peuvent vous aider à venir un peu pallier pour quand même poser vos limites malgré tout. C'est tout bête, hein. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a quand même pas mal aidé. Ça fonctionne bien. Moi, je dis laisse-moi y penser. Ouais, laisse-moi y penser. Ouais. Comme ça me permet de peser le pour et le contre avant de m'embarquer dans quelque chose qui peut-être finalement va être juste comme plus de troubles que d'autres choses. Là. C'est ça. Comme c'est pas toujours facile là, de dire tout de suite un bon gros non tranché. Il y en a qui y arrivent très bien et j'admire. Mais effectivement, sinon on utilise des petites combines. Bon, voilà, c'était juste, je voulais revenir sur ça. Et puis, la dernière étape, qui est la 5e, je vais vous parler de gestion du temps. Parce que ça, c'est un terme qui est énormément abordé et que moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit dans cette notion-là. Donc, mon but, c'est pas de dire que c'est moi qui ai raison, hein. C'est pas du tout ça. Mais c'est peut-être d'apporter un axe un peu différent. En fait, dans la gestion du temps, on va nous apprendre à nous organiser. Genre, tu as toutes ces tâches à faire, donc tu vas dire les plus importantes, puis tu vas puis à la fin, tu vas réussir à remplir ta journée en étant super efficace, puis tu es au top. Et ça, c'est ce qu'ils appellent la gestion du temps. Moi, ma vision, c'est de revenir à cette idée des gros cailloux, puis vraiment d'aller maintenant à l'idée de ne pas remplir vos journées de choses qui... Oui, on a plein de choses à faire tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Puis même si vous avez fait toute votre liste, vous pouvez être sûr que le lendemain, il y a une nouvelle qui s'est remplie, encore peut-être même plus grosse que celle que vous venez de finir. C'est infini, là, les choses à faire. Donc, moi, j'ai envie juste quand on parle de gestion du temps, finalement, c'est de venir au maximum supprimer les tâches qui ne sont pas importantes pour vous. Mais quand je dis supprimer, on les enlève là. On n'en parle même pas. Et ça m'avait marqué cette phrase-là, c'était par rapport aux auteurs de livres, où en fait, ça disait un truc comme ce qu'il dit Antoine Saint-Exupéry, mais en gros, qu'un livre qui est parfait, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais c'est quand il n'y a plus rien à supprimer. Et qu'en fait, c'est de garder vraiment l'essence, vraiment comme ces dessins minimalistes, là, vous savez, où on voit qu'un trait, puis en fait, tu arrives à deviner l'image que c'est. Et il a réussi un petit trait juste à dire ce que c'est. Et en fait, de venir finalement garder que l'essentiel, que le plus important ou le plus parlant pour vous. Alors, je sais que ça, c'est aussi une notion un peu facile à dire là. Mais je pense que c'est aussi une posture, une approche, un état d'esprit en fait à garder à l'esprit tout le temps que finalement de se poser la question de dire finalement est-ce que ça c'est important pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? C'est plus ça. Et pour moi en fait la gestion du temps ce serait vraiment d'arriver à épurer au maximum.
qui est incroyable, c'est que si cet atelier-là était donné à l'ensemble des employés du monde, beaucoup seraient forcés d'admettre qu'ils ne sont pas à la bonne place puis qu'ils doivent changer d'employeur. Moi, j'ai travaillé 3 ans dans un bureau de technologue en architecture, puis j'étais pas heureuse parce que ce que j'étais en train de faire, ça ne répondait pas à mes cailloux. Fait que j'avais rencontré une conseillère en orientation, on avait regardé, on avait évalué des choses, mais dans la situation de ma vie où j'étais, je ne pouvais pas retourner à l'école ou je devais garder un emploi. Mais c'est drôle parce qu'on n'a jamais exploré de juste faire un match avec un autre employeur. Ça n'a jamais été une option. Puis à ce moment-là, j'ai dû prendre une décision de je reste en entreprise ou je retourne à l'école. Fait à cause de ma situation personnelle de vie, j'ai resté en entreprise, mais j'ai travaillé comme un robot pendant 3 ans à faire ce que j'étais compétente de faire, mais je ne vivais pas. Je me suis rendu compte, aïe, il y a 3 années de ma vie qui viennent de s'écouler, mais où j'étais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je passais 8 heures par jour de ma vie à ne pas vivre parce que je retenais rien. C'était pilote automatique. Puis après ça, ça a été un non. Il n'y a plus jamais une journée que je vais passer dans cet état-là. Je vais vivre au maximum chacune de mes journées. C'est trop précieux. La vie passe trop vite. Mais là, maintenant que je suis en position, tu sais, là, ça fait 14 ans que je vis ma vie de cette façon-là. Puis là, oups, ma vie me ramène à OK, maintenant, tu as besoin d'être salarié, maintenant, tu as besoin de te trouver un employeur. Mais là, j'ai toute la chance de décider où oui, aujourd'hui, on est dans un bon contexte où justement l'employé a le bon bout du bâton, là, mais c'est quand même stressant parce que je ne veux pas réduire, je ne veux pas filtrer toutes mes possibilités. Il faut faire confiance aussi que ma place, elle existe, mais d'être vraiment, d'avoir des critères fixes sur où ce que je vais appliquer pour que justement je puisse travailler et vivre chaque journée et répondre à mes cailloux et que ma gestion du temps, justement, je ne vais pas passer du temps à travailler sur un projet qui me rejoint tellement pas que je passerai du temps avec mes enfants. Là. Pourquoi que je suis ici à travailler alors que je pourrais être à la maison? Cette journée-là, je ne veux plus la vivre. Fait que ça veut dire que ça met tellement l'importance sur le choix, faire le choix, mais il faut que le choix aussi il soit réaliste et qu'il se présente. T'sais. Fait que c'est un bon. On dit que l'employeur, il doit finalement avoir il doit quand même être flexible là, dans l'histoire de la conciliation. Mais finalement, je pense que ça fait partie aussi de ton rôle à toi, c'est-à-dire que tu définis tes valeurs, tu définis ce qui est important pour toi, tes gros cailloux, tu définis, on va dire, les grandes lignes, mais après, tu es flexible dans ça. C'est-à-dire que si, en fait, c'est pas après d'aller jouer sur tous les petits détails non plus, là, parce que sinon, c'est vraiment compliqué d'arriver à trouver, genre, chaussure à ton pied. C'est là, ceux qui cherchent toujours le truc à 5 pattes, là, le bouton à 5 pattes. Je pense que c'est un peu une erreur, mais je pense qu'il faut juste avoir comme les grandes lignes, mais toi aussi, tu as ta responsabilité d'avoir de la flexibilité aussi, de finalement t'ouvrir à des choses. Tant que ça répond, on va dire, à tes valeurs, que ça répond à ce qui est important pour toi, que ça répond etc., là, je pense que ce sera bon pour toi malgré tout. Ça n'a pas besoin d'être à 20 km. Non, c'est ça. Ben, exemple, le mode de vie sain, ben, je veux prôner ça davantage. Ça veut dire que je veux me lancer dans les habitations vertes. J'ai suivi des formations. Je suis là-dedans. Fait que déjà, d'aller passer du temps sur un projet où ça serait de la luxure, de la surconsommation, de dépenser pour des matériaux qui sont aucunement écologiques, ça ne m'intéresse pas. Je vais rester à la maison, je vais faire d'autres choses. Là. Fait que je ne veux pas mettre de l'énergie, du temps à faire ça, même si ça serait super payant. Oui, l'objectif, c'est financier, mais là, c'est que ça réoriente. C'est tellement important que je trouve une entreprise qui répond à mes valeurs parce que là, après ça, les tâches à l'intérieur, je peux être chargée de projet, mais je sais que dans un autre côté, être chargé de projet puis d'être appelé à 6 heures du matin, il faut que tu te présentes sur le chantier à West Island. Non, parce que ça ne répond pas à mes valeurs, mais dans un autre contexte où il y a du bonheur, où ça répond aux cailloux, bien, écoute, 6 heures du matin, parfait. OK, on s'organise. Comment je peux gérer? Qui peut aller porter les enfants à la garderie? Je peux aller les porter plus tôt. Yes, ma garderie ouvre à 6 heures. T'sais. Mais il y a comme un. C'est ça, c'est le travail mutuel des deux où moi, j'ai fait l'effort de trouver un milieu
qui me correspondait ou ce que justement la conciliation de mon côté est plus facile à faire puis il y a plus de bonheur qui s'en Si sort. déjà ça répond à toutes tes grandes lignes, après pour toi ce sera plus facile de faire des compromis effectivement et d'être aussi plus flexible pour l'employeur. Donc c'est ça. Donc pour conclure, en fait, ce que je voulais amener sur la notion de la conciliation travail-famille, c'était vraiment de remettre finalement le fait que vous avez une responsabilité là-dedans aussi. Et que finalement, ça demande d'acquérir finalement certaines compétences comportementales, donc des soft skills. Je pense que effectivement, on aborde très peu ce point-là, où en fait, quelque part, c'est des soft skills, parce qu'en fait, il faut savoir, il faut apprendre à se connaître, il faut savoir faire des choix, il faut savoir gérer son temps, savoir aussi gérer son stress, savoir s'entourer, demander de l'aide. C'est des exemples que je voulais mettre. Mais c'était vraiment pour montrer que finalement, dans cette histoire de conciliation, et je trouve qu'on n'en parle vraiment jamais, c'est finalement d'arriver à adopter une certaine posture. Et effectivement, ça s'apprend. C'est pas inné, là. Parce que c'est un équilibre qui est toujours en mouvement et ça demande du coup de s'adapter continuellement et de faire des choix. Puis quand on fait des choix, on peut les assumer. Donc c'était un peu sur ça que je voulais finir. Cette idée de conciliation, vie de famille, vie professionnelle qui est un terme quand même compliqué. Je reconnais. Juste peut-être vous demander pour finir avec quoi vous repartez, qu'est-ce qui vous a finalement le plus marqué dans cette 1h30 là. Merci beaucoup pour vos échanges aussi, super apprécié. Puis voilà, donc si juste avec quoi vous repartez. Mais moi, je repars avec toute l'importance que nous, en tant qu'individus, on a là-dedans. Dans le fond, c'est notre part de responsabilité. Je l'avais rarement vu sous cet angle-là, honnêtement, la conciliation travail-famille. Ouais, j'amène un point un peu différent, je pense, de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais. Moi, ça va enlever la culpabilité parce que ce que tu as apporté, c'était pas ce que j'identifiais nécessairement avec conciliation travail-famille, mais ça fait tellement de sens. Mais c'est ça, ça l'enlève comme la culpabilité de désirer ça pour ma vie. En voulant dire, gars, prends qu'est-ce qu'on t'offre, puis that's it, arrange-toi avec ça. Non, c'est pas vrai, j'ai le droit, je me connais maintenant, je me respecte, j'ai le droit de me respecter, puis de mettre ça à l'avant dans ma vie. Fait que merci. OK, bon, super. Marie-Claude, est-ce que tu veux partager un petit élément? Bien, moi, je dirais que oui, c'est vrai, c'est pas inné et c'est un travail qu'on a à faire, je pense, à chaque jour. Puis là, on a les outils pour le faire, donc je vais commencer à faire mon travail de réflexion. Après, je veux pas que tu culpabilises parce que tu n'as pas les savoir-faire. Hein. Non, hein? Ça va, Le but, merci. c'est pas du tout de culpabiliser encore et de se mettre encore une pression à venir être meilleur encore dans ça. C'était pas du tout ça, du tout l'objectif. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Non, pas du tout, aucunement. Okay. Non. Mais c'est vraiment, je m'étais pas rendu compte des gros cailloux. Et j'ai vraiment aimé Oui, ça m'a fait faire une prise de conscience un peu. Là. Bon, bah super. Ouais, merci. Bon, ben voilà, écoute, Myriam,